Ville et patrimoine, le premier salon sur la réhabilitation du bâti existant, le 13 juin 2024 au Palais de la Bourse à Bordeaux, sur Radio Imo et Radio Patrimoine. Eh bien, bonjour les amis, il est 14h10 et nous sommes toujours édition 2024 du salon Ville et patrimoine. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes sur Radio Imo et sur Radio Patrimoine. Merci d'être avec nous. On va poursuivre cette journée en rencontrant les différents acteurs du métier, à la fois de la gestion de patrimoine, mais aussi de la régénération du patrimoine bâti, et notamment tous les supports, les produits qui sont intéressants pour le Français, quelle que soit leur classe d'actifs. On a parlé ce matin principalement du logement. On va maintenant recevoir une personne qui aujourd'hui dirige un réseau immobilier qui s'appelle Stellium Immobilier, directrice générale, Mylène Chartroux. Bonjour Mylène. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Alors on l'a vu depuis maintenant pratiquement 2 années, on vit un marché un peu chahuté, on peut le dire, avec une crise conjoncturelle, structurelle, avec un ralentissement de l'accès au crédit qui a été assez violent, puisqu'on a rarement vu des hausses de crédit aussi élevées, parce que sur 3, 4, 5 mois, 200-300 points de base d'augmentation, c'est quand même assez rare. Et il semblerait que après ce ralentissement, on voit poindre un petit peu le bout du tunnel, on peut dire. Bon, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle analyse vous tirez du marché actuel ? Et est-ce qu'il est, pour les Français qui nous écoutent, toujours intéressant et temps d'investir ? Alors, nous aujourd'hui, au niveau d'analyse, nous sommes distributeurs de solutions immobilières sur les différents actifs immobiliers résidentiels. Aujourd'hui, oui, on le sait, il y a eu une petite crise, une augmentation brutale des taux. Elle aurait été un petit peu moins brutale, on aurait peut-être pu avoir une... S'adapter, voilà, avoir le temps de s'adapter un petit peu plus. Aujourd'hui, je dirais... alors, est-ce qu'il est toujours bon ? Est-ce que c'est toujours le bon moment pour investir ou le meilleur moment ? Quel est le meilleur moment ? Je dirais que c'est toujours le bon moment d'investir. Et c'est vrai que souvent, on dit que ces crises amènent de l'opportunité. Donc, on le voit au travers du dispositif Pinel, qui a amené des offres et des baisses de prix. Donc, ça reste une opportunité. Les Français sont au rendez-vous. On le voit. Et en plus, là, on est post-déclaration d'impôt. Donc, on a énormément de demandes aujourd'hui sur des investissements locatifs sous le dispositif Pinel, qui va bientôt s'arrêter, on le sait. Donc, ça reste une réelle opportunité. Les taux ont baissé. On le voit. Donc nous sommes également structurés pour proposer du financement sur les opérations immobilières. Et on a des taux qui sont passés en dessous de 4. On a une moyenne entre 3,65 et 3,80, on va dire, sur 25 ans. Les économistes le disent, ils devraient terminer normalement fin d'année à du 3%. On est sur des taux logiques. On est aujourd'hui revenu sur des taux logiques. En fait, ce que vous dites finalement, c'est qu'on revient sur un marché normal et que ce qu'on avait connu, où on rasait un peu gratis, c'était un peu une période anormale. C'était une période anormale. Intéressant. Voilà, un taux aujourd'hui entre 3 et 4%, il est normal. Un taux à 0,95, il n'est pas du tout normal. Bon, on en a bien profité, mais il n'est pas du tout normal. C'est vrai que l'argent n'était pas cher du tout, voire même gratuit. C'est ça. D'accord. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais les gens n'étaient pas habitués, donc forcément ça a été violent pour eux. Ça a beaucoup resolvabilisé des ménages aussi, en même temps, pour le dire. Tout à fait. Ça a permis à des gens qui n'avaient pas les moyens d'accéder à la propriété. Oui. Mais aujourd'hui, déjà, rien qu'avec les baisses de taux entre le mois de septembre et là, le mois de juin, ça a permis d'augmenter la capacité d'achat des investisseurs, puisqu'ils ont retrouvé une enveloppe à peu près de 20 000 euros qu'ils avaient perdue déjà à fin d'année. Donc, on voit vraiment... La chambre qui avait été perdue, elle a été retrouvée. Elle a été retrouvée. Ah oui. Voilà, le petit coin bureau pour faire du télétravail a été retrouvé. Vous savez, à Paris, il y a des chambres de 9 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est 2 chambres. Oui, c'est vrai. Donc c'est la naissance d'un enfant. C'est intéressant comme quoi l'espace peut déterminer aussi le cadre familial. C'est intéressant. Donc baisse des taux d'emprunt, le levier de crédit, c'est un levier qui est quand même fondamental. Qui est très puissant. Est-ce que la fiscalité, qui a été quand même un peu reniée, on peut le dire, puisque on sait que le Pinel est condamné à la fin de l'année. Oui. Alors, il y a encore du Pinel. Mais, il y a encore du Pinel. Voilà, il y a encore du Pinel. Il y a encore du Pinel classique et du Pinel Plus, puisqu'on en distribue au quotidien. Donc, on en trouve encore. Il y a encore le fameux Pinel breton. Le Pinel breton, il existe encore aussi. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les investisseurs sont toujours intéressés par ce type de produit. Donc, c'est vrai que c'est un super dispositif, quand même. On va pas se cacher. Entre nous, personne n'a compris pourquoi on a mis fin à la vie du Pinel. C'est ça. Parce que on avait un État. Pour l'instant, à mon avis, l'État dans lequel il se trouve
On va pas revenir dessus. Et pas le même. Enfin, en même temps, on ne va pas se dédouaner d'en parler puisque c'est l'actualité du jour. Tout à fait. Il y a une nouvelle recomposition politique qui va certainement rebattre les cartes et qui apparemment sera plutôt positive pour l'immobilier, contrairement à ce qu'on pourrait se croire. Parce que 87% des Français veulent accéder à la propriété. Tout à fait. Donc c'est un peu normal de les aider, quoi. C'est un peu normal de les aider, mais il faut. Parce que quand on vous dit que le Pinel a coûté un pognon de dingue, je reprends des propos qui ont été prononcés dans les hautes sphères de l'État, alors qu'en réalité ça générait beaucoup de recettes fiscales. On l'a vu avec les droits de mutation d'ailleurs. Tout à fait, les droits de mutation, toutes les TVA, tout ce que ça peut rapporter à l'État derrière. Mais je dirais même au-delà de ce que ça peut rapporter à l'État. Aujourd'hui, il y a quand même une question du mal logement en France et du manque de logement. On n'a jamais atteint des chiffres aussi dramatiques. Voilà, l'État seul ne pourra pas aujourd'hui fournir le nombre de logements qu'il faut et rénover tout le parc ancien tout seul. Donc si on ne fait pas appel au privé, aux bailleurs privés, on n'y arrivera pas. Donc, alors vous avez plus que raison, puisque les statistiques plaident pour vous. Vous savez, les chiffres sont têtus. 62% des Français qui sont logés dans le parc locatif privé sont éligibles au logement social. Oui. Donc s'il n'y a pas de petits propriétaires bailleurs, il n'y a plus de logement du tout dans le pays. Ça serait bien de s'en rappeler. Le marché locatif est très tendu, on le voit, hein. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Je vois à Bordeaux, il n'y a plus rien à louer. Non, il n'y a plus rien à louer. Alors quand vous êtes étudiant, c'est une galère, c'est même désespérant, parce que ça peut condamner vos études. Vous le savez, 17% des étudiants n'ont pas pu faire leurs études normales en septembre 2023. Et a priori, sur septembre 2024, ça va être une catastrophe. Les taux de rendement, certains taux de rendement se sont effondrés à cause d'une fiscalité qu'on peut qualifier de confiscatoire. D'ailleurs, on voit beaucoup de propriétaires bailleurs désinvestir. Est-ce que le désinvestissement, vous le constatez, vous, de votre côté? Et est-ce que finalement, quand on voit les statistiques, on se dit les Français ont toujours autant envie de placer dans la pierre? D'ailleurs, c'est le placement préféré des Français. Et un dernier chiffre, et je vous laisserai commenter. Sur les 40 dernières années, c'est sans appel, le placement immobilier est toujours le plus rentable. Le placement immobilier est le plus rentable. Si on revient sur la partie étudiante, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que nous, on est toulousains, le siège est à Toulouse. C'est 12% des étudiants toulousains qui ont renoncé à leur étude au mois de septembre, faute de trouver du logement. Énorme. Voilà, ce qui est énorme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On livre une résidence le matin et vous avez déjà 5 camions de déménagement qui sont là l'après-midi. On a un délai moyen de primo-location qui est extrêmement court aujourd'hui. Et c'est la croix et la bannière pour trouver un logement dans toutes les grandes agglomérations et également les agglomérations intermédiaires. Et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Voilà. Sur ce qui est sur les investisseurs, alors vous avez peut-être certains investisseurs qui ont fait de l'immobilier mais différent au travers de la pierre papier, parce qu'on était arrivé à des prix qui étaient relativement hauts. Alors c'est sûr, un prix haut, un taux d'emprunt qui est haut aussi, bien, la friction est importante et on se retrouve avec des clients qui n'ont plus l'enveloppe et la capacité et l'effort d'épargne pour faire ce type de produit. Donc certains investisseurs ont basculé sur la pierre papier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on revoit quand même les investisseurs revenir à leurs amours, hein, puisque vous l'avez dit, les Français, ça reste le produit d'investissement numéro 1 auprès des Français et on le voit au quotidien. Et qu'il y ait Pinel ou pas Pinel, quoi qu'il en soit, on aura toujours besoin de faire de l'immobilier et on aura toujours besoin de se constituer un patrimoine, puisque c'est le but aussi, et de le transmettre après. Voilà. Donc ça, là-dessus, je ne suis pas du tout inquiète pour l'avenir, même après la disparition de la Pinel et avec des taux qui aujourd'hui ont retrouvé de l'oxygène. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait un marché locatif plus fluide? Il faut plus d'offres? Il faut plus d'offres. Il faut plus d'offres. Plus d'offres, voilà. Il faudrait arriver à construire plus. Oui. Malheureusement. Et pourtant, la construction, ça a toujours correspondu à peine 1% du parc. Ça a toujours correspondu à 1% du parc. Mais aujourd'hui, tout ce qui a été fait au niveau de la construction, ce sont des logements sociaux en plus. Et on le sait, c'est important aussi de créer plus de logements sociaux. La Pinel et le LLI, c'est la même chose. Il ne faut pas se leurrer. Donc on est sur du logement intermédiaire. Et c'est pareil, il y a une tranche de la population qui rentre très très bien dans cette case. Absolument. Et rénover le parc ancien pour amener plus de logements. Après, si on parle des 1 million de logements qui sont fermés en France, calfeutrés et qui ne sont pas du tout sur le marché, dans cette partie-là, il y a beaucoup de logements où ce sont des passoires thermiques, où ce sont des immeubles qui sont classés insalubres, donc on ne peut pas mettre sur le marché. Et c'est également le turnover classique de vente de maisons et d'appartements qui sont en attente de signature d'un nouveau compromis. Donc aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il va falloir rénover plus. Et il va falloir construire plus si on veut arriver à loger tout le monde. La régénération urbaine, c'est devenu un peu la martingale. Tout le monde, même les gros promoteurs comme Nexity, se mettent à fond
sur la régénération, c'est la transformation de parking par exemple, d'hypermarchés ou même d'hypermarchés avec des étages en hauteur. C'est aujourd'hui, à cause de la loi ZAN, effectivement une maîtrise beaucoup plus forte sur le foncier. Est-ce qu'on trouve facilement des produits à régénérer ? Alors, on en trouve. Après, ce n'est pas facile non plus. Je pense à la transformation de bureaux. Parce que ça coûte toujours plus cher. Ça coûte très cher. Déjà, rénover, souvent, ça coûte plus cher que de construire du neuf. Vous avez aussi un immeuble de bureau qui est à construire. Vous avez un PLU qui est rattaché derrière. Vous avez une destination du bâtiment. Cette destination du bâtiment, à la base, elle n'était peut-être pas faite pour faire du logement. Et vous avez des contraintes aussi. Après, il y a beaucoup encore de foncier, je veux dire, inexploité dans les grandes agglomérations ou les agglomérations intermédiaires qui mériteraient justement d'être repris, transformés, ou par exemple, des vieux bureaux qu'il faut démolir parce que ça fait 10 ans qu'ils sont vides. De la friche foncière ou industrielle. Voilà, de la friche d'ancienne, on le voit beaucoup, des vieilles carrosseries mais qui prennent énormément de place, des usines qui sont parties, qui ont déménagé et qui sont au milieu souvent ou à côté de ZAC qui ont déjà été faites et qui mériteraient d'être intégrées dedans. Donc je suis tout à fait d'accord. Il y a énormément de choses à transformer aujourd'hui sur le territoire. Dernier chapitre, on l'a vu effectivement avec un contrat, une contrainte réglementaire avec un délai imposé sur la transformation et la sobriété énergétique. On le voit de plus en plus. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'achat immobilier ou quasiment plus d'achat immobilier sans que la question de la note énergétique prenne une place prépondérante. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'était même quantité négligeable. Aujourd'hui, dans la shortlist des acheteurs, comme des investisseurs, la lettre énergétique est importante parce que le DPE est devenu opposable, mais aussi parce qu'on ne pourra plus louer des étiquettes F et G à partir du 1er janvier 2025, par exemple. Comment vous avez opéré ce transfert et cette révolution, finalement, qui va faire en sorte que le bâtiment, même s'il est régénéré et même s'il est rénové, doit répondre à des critères d'efficacité énergétique? Alors, on est très vigilants, nous, sur la sélection des opérations que nous mettons à disposition de notre réseau de commercialisation, avec l'ensemble des promoteurs avec qui nous travaillons, également avec notre promoteur interne. Aujourd'hui, on le sait, il y a la RE 2020, Jalon 25, et ça va continuer à avancer. Donc, ce sont des normes qui sont applicables pour aller chercher un DPE-A. Voilà, de toute façon, c'est la condition de la Pinel aujourd'hui. Il faut un DPE-A sur ces bâtiments-là. Donc, on est très vigilants et justement, on récupère pas mal d'informations qui viennent des bureaux thermiques, justement, des promoteurs, pour être sûr que ça passe. On sait au niveau de l'ancien, de la rénovation de l'ancien, qu'on va être plutôt sur du C ou du D. Certains opérateurs essaient d'arriver en B. Nous avons nous-mêmes notre propre structure en interne colocataire, donc qui propose de la rénovation d'anciens avec un DPE derrière à la sortie qui va être souvent en C, sur la transformation de logements où tout est cassé, tout est refait, pour justement aller chercher la lettre énergétique. Les Français aujourd'hui sont très conscients, justement, on le sait, c'est pas que l'immobilier, c'est partout, et on sait que l'immobilier quand même aujourd'hui a besoin d'être beaucoup plus vertueux, et on sait très bien qu'en investissant dans un logement qui va être classé en A, en B, en C, il va perdre moins de valeur. Et il n'y aura pas besoin également de faire de gros travaux dans le temps puisqu'il aura été rénové. Bien sûr. Voilà. C'est la fameuse valeur verte de l'actif. C'est la fameuse valeur verte de l'actif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous avons des personnes qui nous disent, ou des clients qui nous disent souvent « oui, mais c'est un petit peu cher », alors c'est pas cher, c'est coûteux parce que ça a un coût à construire et on sait très bien qu'appliquer toutes ces normes qui évoluent dans le temps, ça a un coût et ces coûts-là ne baisseront pas. La valeur actualisée ou la valeur de l'actif, on a vu nous des écarts, on avait eu des écarts de 15 à 20%. Ça se justifie tout à fait. Ça se justifie tout à fait. Est-ce que les clients ont acquis l'idée? Ont acquis l'idée, tout à fait. Et raisonnent eux-mêmes aussi. Moi, je vois passer des clients où ils sont propriétaires de leur résidence principale, ils vont investir dans un logement neuf ou un logement qui a été transformé, peu importe le dispositif, avec une lettre en DPE ou 2 lettres ou 3 lettres qui ont été gagnées. Du coup, ça les entraîne et ça les amène aussi à faire des travaux chez eux. Voilà, parce qu'on leur parle aussi de la facture d'électricité à la fin du mois pour le locataire qui va être très basse, une consommation et un usage du logement qui va être complètement différente, donc ils vont l'appliquer aussi sur la résidence principale. Mais de toute façon, on sait très bien qu'il faut passer par là et c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le propriétaire, c'est bon pour le locataire et c'est bon pour la planète. Voilà. Dernier point, le Covid a rebattu un peu les cartes. Oui. Alors, chez vous, un peu plus qu'ailleurs, parce qu'effectivement, avec les contraintes climatiques,
c'est quelque chose, parce que je veux dire, avoir chaud chez soi dans un petit appartement, quand on habite à Toulouse en plein été, c'est moins drôle qu'en Islande ou qu'au Canada, par exemple. Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que la question de l'espace est posée. Oui. Et des communs qui soient vivables et respirables. Est-ce que ça aussi, dans votre démarche, avec le réseau de distribution, qui est quand même un très gros réseau de distribution, parce que vous m'avez indiqué que vous avez plus de 2800 mandataires réseau, habilités, agents commerciaux sur le réseau, on voit que ça devient important. Indépendamment du fait que les clients exigent une note énergétique, est-ce qu'ils exigent aussi, par exemple, balcon, terrasse, espace vert? Cette question devient essentielle dans la shortlist, de plus en plus aussi. Elle l'est depuis... Et ça a augmenté après le Covid. Voilà, ça a augmenté après le Covid. Alors, ce qui était important à observer après le Covid, c'était justement voir l'orientation des ventes en fonction des typologies de logements et des étages. C'est vrai qu'avant, on avait du mal à vendre les rez-de-chaussée. Après le Covid, on n'a vendu que des rez-de-chaussée. C'est bizarre. Oui, bah oui. Il fallait absolument un jardin. Un petit rez-de-jardin. Il fallait un rez-de-jardin. Personne ne voulait aller parce que chose. Voilà, mais maintenant voilà. Tout à fait. Donc ça, on l'a vu. Après, on a vu arriver... Et ça, c'est durable, hein. Ça dure. Ça, c'est durable. Ça dure aujourd'hui, puisque c'est vrai que la taille du balcon, ou la taille de la terrasse est quand même primordiale aujourd'hui. Les gens veulent un extérieur. C'est tout un usage du logement qui a changé. Ça acte l'achat. Ça acte l'achat. Ça pourrait acter l'achat. Du genre, l'appart est top, il n'y a pas de terrasse. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Alors qu'il n'y ait pas de terrasse, qu'il n'y ait pas de balcon pour une résidence étudiante, on l'entend. Pour du logement, ils cherchent juste à se loger pour pouvoir aller bosser. Pour du résidentiel, il faut absolument la terrasse, et on le voit encore, la terrasse, le balcon, le parking, même si dans les grandes agglomérations, on voit les parkings aussi disparaître. Ça s'entend parce qu'il y a du métro, il y a du tram, etc. à côté. Mais on a un usage du logement qui est complètement différent. Et c'est vrai que les promoteurs, et même en rénovation, on s'est très bien adapté par rapport à ça, puisqu'on s'est mis sur du logement un petit peu flexible et modulable, c'est-à-dire avec des séjours beaucoup plus grands, même si la loi Pinel a amené des surfaces plus importantes, mais souvent avec des petites verrières sur un côté pour masquer, pour faire un coin bureau, ou une petite chambre qui peut être exploitée en bureau et pas en chambre. Donc ça, c'est justement le phénomène télétravail qui s'est aujourd'hui généralisé et qui a amené à une construction différente et rénovation différente des logements. D'accord. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on est dans un virage. On est en train de prendre un virage où il faut tout sur place. On travaille sur place, on vit sur place. Donc aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, puisque vous avez le volume qui va avec, vous savez que dans l'usage, vous devez savoir ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. C'est ça. Et donc quand vous choisissez les programmes, parce que moi je suis promoteur, j'aimerais bien que vous vendiez mes produits, c'est vachement confortable. Oui. Parce que du coup, vous êtes un réseau de distribution payé uniquement en résultat. Donc c'est pas une charge. Bon, on connaît les avantages de ces plateformes, mais par contre, vous ne prenez pas n'importe quel type de programme. On ne prend pas n'importe quel type de produit. Donc vous avez une grille. Vous avez une grille. Alors c'est pas une grille, on a plus que ça, puisqu'on a des comités de validation toutes les semaines. On a surtout, carrément. Voilà, on a un service d'études marketing qui est intégré. Par exemple, moi je suis promoteur. Soyez sympa, Stellium, vendez mes programmes. Ça passe en comité. Attends, ok, comme à la banque, écoutez, j'ai un comité jeudi. Ça passe en comité. Donnez-nous les éléments de votre programme et on va voir si vous êtes actif. Et on voit si on le prend ou pas. C'est génial, donc, ça. on a un comité, mais on a également un service études et marketing qui aujourd'hui va analyser tout le marché pour être sûr d'être dans les prix, les loyers, que ça se loue, qu'il n'y ait pas trop de vacances, il faut telle typologie et pas celle-ci parce qu'il y en a trop sur le marché, etc. Et on a également un service d'ingénierie derrière qui va tout vérifier avant de mettre à disposition. Mais c'est vrai qu'on peut valider un programme. Parce qu'on va retrouver les attentes d'aujourd'hui, la lettre au niveau du DPE, la biodiversité dans la résidence parce que c'est bien planté, etc. Et on peut sortir peut-être un ou deux logements parce qu'ils sont découpés bizarrement ou quoi que ce soit et on ne va pas les prendre. Et vous savez les vendre? Alors ceux qui sont... Non, mais je ne parle pas de cela. Voilà. Les programmes, quand vous les prenez, vous les vendez. On les vend. C'est le but, c'est notre engagement avec les promoteurs. Donc le promoteur, quand il vient, il est sûr d'être vendu? Pratiquement. Non, il est sûr. Il est sûr. Ah. Ça c'est pas mal. Non mais c'est intéressant parce qu'il y a des promoteurs que parfois vous prenez pas dans les programmes. Non, j'ai des promoteurs. Aujourd'hui, il y a des promoteurs avec qui je ne travaille pas. Donc nous on a 32 ans d'existence, le groupe a 32 ans. Mais ils aimeraient bien. On a une certaine fidélité, je veux dire un partenariat. Il fonctionne quand tout va. Et rien quand à voir avec la taille du promoteur, ça peut être un petit, mais s'il est très bon. Avec la taille d'un promoteur. Et d'ailleurs aujourd'hui, tout notre volume, on ne le fait pas chez les nationaux, on le fait chez les petits et les moyens. Oui, je comprends. Voilà. Bah oui, bien sûr. Comment on fait quand on veut avoir de l'information?
On va sur votre site internet, il y a tout? Alors, il y a une grosse partie sur le site internet. Et puis après, donc www.stellium.fr. Et sinon, tout simplement, oui, vous nous trouvez sur internet, vous nous appelez, il n'y a pas de souci. Donc, que ce soit pour proposer. Terrain de jeu national. Donc on trouve des biens partout. On retrouve des biens partout et un petit peu en outre-mer également. Vous n'avez pas une appétence sur le sud-ouest plus? Parce que vous avez le siège là-bas, non? Il y a peut-être un peu plus de promoteurs implantés sur Toulouse ou originaires de notre ville rose. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la région toulousaine. Mais on essaie d'équilibrer sur l'ensemble des grandes agglomérations et d'être de plus en plus présent aussi sur les agglomérations intermédiaires, puisqu'il y a un réel marché également dans le neuf et dans l'ancien. Alors, on avait vu, je vais vous donner une dernière question, un peu de prospective immobilière. Oui. À l'économiste de la profession que vous êtes, y a-t-il une perspective sur 2024 et 2025, pronostic de Mylène Chartrou? Alors, 2025, virage. On va dire qu'on va prendre un virage à 360 degrés avec la disparition de la Pinel, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que la Pinel. Il y a d'autres produits. L'immobilier, on en aura toujours besoin. C'est un besoin sociétal, donc c'est d'actualité. Construire propre et rénover également propre aussi. Améliorer les conditions d'habitabilité et également tout le côté vertueux. Aujourd'hui, nous, dans les produits, il n'y aura plus de la Pinel, mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter de proposer de l'immobilier résidentiel. On va continuer sur tout ce qui est meublé exploité ou non exploité, puisque vous avez énormément de besoins, on l'a dit tout à l'heure, sur les logements, sur les résidences seniors, sur les actifs, sur les flux des actifs. Est-ce que vous administrez les biens après ou pas? Non. Si par exemple je mets en gestion, on confie à des partenaires. D'accord, des gestionnaires. Voilà. Vous ne faites pas de gestion, non, administration de biens, non, pas d'exploitation de résidence gérée et pas d'administration de biens. Donc le meublé sous toutes ses formes, neuf, ancien, exploité, non exploité. Voilà. Du saisonnier? Non. Non, pas du saisonnier. Quand je dis sous toutes ses formes, c'est plus par rapport à notre structure colocataire. Donc pour continuer à faire de l'ancien rénové en colocation et sans colocation sur une nouvelle marque qu'on vient de créer. Vous avez également le droit commun. On va revenir aux bases de l'immobilier. Tout simplement. Le bon bail vide qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Le bon bail vide aujourd'hui qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Donc, mais je vous mets au défi. Neuf et ancien également. Là, dans le quartier, je vous mets au défi de trouver une surface de 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Juste pour bien comprendre, sur la gestion, justement, sur la façon dont vous traitez, une fois que vous avez vendu à votre client, dans votre modèle économique, quelle est la trajectoire de récurrence que vous développez si vous ne faites pas d'administration de biens, si vous ne faites pas de gestion? À chaque fois, vous remettez les compteurs à zéro? Alors, à chaque fois, on remet les compteurs à zéro. Nous, on travaille avec 2-3 partenaires ADB, qui on confie les mandats après le client. Mais ça aurait pu avoir du sens d'administrer vous-même vos biens, non? C'est pas le même métier. Non, c'est pas le même métier. C'est pas du tout le même métier. Il faut beaucoup de personnes pour faire de l'administration de biens. C'est vrai. Voilà, donc c'est pas du tout le même métier. Nous, on est distributeur et on veut pas s'embêter avec toute la partie gestion. Même si je vous dis une bêtise, sur la marque colocataire, on gère nous-mêmes nos biens. Mais c'est un vrai savoir-faire de remplir un logement. Alors la coloc, c'est top. Moi, je trouve ça super. Et vous n'allez pas aller sur du co-living, par exemple? Alors, co-living, on en fait un petit peu dans le neuf également. Ça commence à devenir. Ça commence à être à la mode, on va dire, sur le territoire français. On va également, et on s'est déjà tourné sur la nue propriété dans le neuf et dans l'ancien, parce que c'est un très bon outil de transmission et même de couplage avec de la SCPI à côté. Et on va continuer également sur tout ce qui est, on va dire, ancien patrimonial. Moi, je préfère l'appeler comme ça. Donc, tout ce qui est déficit foncier, Malraux et MH, qui vient, bien sûr. On a encore cette fiscalité-là privilégiée. On a encore cette fiscalité-là. Et puis, elle est magnifique. Elle permet de sauvegarder tout notre patrimoine ancien. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas trop y toucher. Il ne faut pas trop y toucher. Merci Mylène Chartrou. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Stellium Immobilier. Vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet. Et on enchaîne bien sûr ici, édition 2024, Salon Ville et Patrimoine. On se retrouve dans quelques instants. Ville et Patrimoine, le premier salon sur la réhabilitation du bâti existant, le 13 juin 2024 au Palais de la Bourse à Bordeaux, sur Radio Imo et Radio Patrimoine.